Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des vacances encore entachées de sang. Sur les axes routiers au Cameroun, à l'entrée de Yaoundé, une dizaine de personnes ont été tuées dans une collision entre une voiture cargo, un fourgon et un bus gros porteur. À Edea, c'est un camion fou qui a fauché la vie de près de 3 personnes. Un vendredi noir où l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs sont à chaque fois pointés du doigt. Et une question qui alimente de vifs débats publics au Cameroun. Y a-t-il un agenda caché derrière l'engagement personnel du chef de l'État à réussir l'organisation de la CAN 2019? En décodant ses propos, il transparaît une récupération d'une polémique sportive pour marquer un coup politique. En clair, selon des analystes, Paul Biya annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2018, une année électorale déjà redoutée au regard des violences enregistrées au Kenya. Vous verrez dans ce journal comment ce pays de l'Afrique de l'Est a été confronté à des scrutins placés sous haute tension. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un vendredi noir pour de nombreuses familles endeuillées après cette collision survenue entre une voiture cargo, un fourgon et un bus gros porteur. L'accident qui a fait environ une dizaine de morts s'est produit à l'entrée de Yaoundé, notamment sur la route d'Obala, dans la nuit de jeudi à ce vendredi. L'excès de vitesse est une fois de plus pointé du doigt. Le récit des faits avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. Des épaves éparpillées ça et là. La scène de l'accident survenu dans la nuit de jeudi à vendredi offre un spectacle désolant. Selon les témoins, c'est aux environs de 1h du matin que le pire s'est produit, lorsqu'un véhicule de transport en commun venant d'Obala a tenté un mauvais déplacement, qui plus est, à un virage dangereux. Moi, je dormais chez moi, j'ai entendu seulement une forte bruit dehors. Et quand je me retrouve dans l'eau, en route, je vois 2 voitures couchées avec le bus de la main noire qui sortait de Yaoundé pour aller à Tchang. Le cargo montait à Yaoundé avec les bayams seulement dedans. Et le car sortait à Obala qui portait les condiments sur le capot monté aussi à Yaoundé. Tellement qu'il était pressé, il voulait donc doubler la MB100. Puisque la MB100 portait des BAM, la charge était lourde. Au moment de doubler la MB100, c'est là où il fait nez à nez avec le bus, l'agent de voyage Ménoir Voyage. J'ai vu des corps que je n'ai jamais vus de ma vie. Selon la gendarmerie, 11 corps inertes ont été extraits des véhicules, devenus méconnaissables à la suite d'un incendie occasionné par la violence du choc. La MB100 portait les BAM seulement dedans avec les bidons d'huile qui étaient à l'intérieur. Et le chauffage a donc alors fait, c'est ça qui a causé l'incendie. Il y a les survivants dans cette MB100. Mais sur le car qui montait sur de Yaoundé, le car de transport, c'est là où le bus de la main noire est monté sur le car de transport. Aucun survivant à l'intérieur. Un accident de trop à cet endroit, réputé dangereux, sur l'axe Yaoundé-Obala. Et pourtant, les automobilistes ne semblent pas avoir pris conscience, au grand désarroi des riverains qui tirent une fois de plus la sonnette d'alarme. Le conseil que je peux vraiment donner aux chauffeurs des cars de balle, de bien respecter la code de la route. Ils doivent bien circuler, parce que c'est eux qui portent nos vies dans l'homme. Le respect donc du code de la route qui n'est pas toujours à l'ordre du jour pour ceux qui empruntent cette route, notamment à cet endroit. Nous sommes à la frontière entre Nkomotou 1 et Nkomotou 3, vous l'avez entendu. Les accidents mortels sont récurrents à cet endroit. Les mêmes causes produisent sensiblement les mêmes effets, les mauvais dépassements, bref, le non-respect du code de la route. Ici Nkomotou, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À Edea, c'est un camion fou qui fauche la vie de 3 personnes après s'être dérobé du contrôle du passage obligatoire sur le pont bascule. Il sera pris en chasse
par les éléments de la gendarmerie. Dans sa course folle, il a percuté 2 personnes qui se trouvaient sur une moto à l'entrée à l'UQAM, à Edea, et une autre personne quelques kilomètres plus tard. Le chauffeur en question a tenté d'échapper à la gendarmerie. Il sera finalement rattrapé. À Douala, c'est une altercation entre 2 jeunes hommes qui dégénèrent dans un débit de boissons situé dans le 3e arrondissement de Douala. L'un de ces jeunes hommes, l'un des 2 qui justement était en train de bagarrer, a poignardé à mort son adversaire. Il était loin de se douter que celui-ci succomberait à ses blessures. Il a été interpellé par les forces de l'ordre. Le récit de fait avec Mirabel Mazo. Ce couteau posé sur la table est l'arme du crime. Le jeune Tego Nitedem, alias Black, âgé de 21 ans, l'a utilisé pour asséner 4 coups à Bekaban Gelbert Patrick. Tout est parti d'une altercation devant un bar au lieu du carrefour Carnaval à Bilonguet, dans l'arrondissement de Douala 3e. Dimanche à 22h, il y aura fait du travail. Je les sortis du bar, je vais venir dormir. Là, j'étais bon. Nous allons commencer. L'un de pour la question de cancer, c'est comment. Je vais pas donner le coup de poing. Moi aussi, je l'ai giflé. On a commencé à bagarrer. Pour moi, il avait une bouteille de bière douce. Moi aussi, j'ai pris tout là-bas. Comme ça, c'est arrivé. Il est bon. Après avoir commis son forfait, ce présumé assassin, pris de remords, a tenté de sauver le blessé qui agonisait. À Carnaval, là où elle est portée la nuit à Tegal. Tegal, là-bas, on a cousu tout, on a fait le dimanche matin qui va sortir, on a fait la perdition. Pour moi, je suis encore à 2h du matin. Sa victime, Bekaban Gelbert Patrick, était âgé de 27 ans et titulaire d'un BTS. Il a succombé à ses blessures aux environs de 2h du matin à l'hôpital à Quintini de Douala. Les éléments du commissariat de sécurité du 8e arrondissement de la ville de Douala l'ont déféré au tribunal de grande instance de Bonanjo, où il devra répondre de ses actes. Douala, la capitale économique, a été le théâtre de violents déguerpissements forcés. Dans le 2e arrondissement, 300 personnes ont assisté impuissantes à la démolition de leurs maisons sans aucune explication. De nombreuses familles aux abois et même des écoles détruites alors que des parents avaient déjà inscrit leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Reportage Eric Kwamo. On dirait un théâtre de guerre après le passage des missiles de bombardement. Bonadiwoto, Nouvelle, dans le 2e arrondissement de Douala, vient ainsi de fabriquer de nouveaux sans-abri. Une vingtaine de maisons rasées, plus de 300 personnes à la Belle Étoile et une cinquantaine de familles dans la rue. L'opération de déguerpissement aura été spectaculaire, violente, mais surnoise. On ne nous a pas avisé. C'est depuis avril que nous sommes venus écrire à démolir. Ça dit c'est comme un avertissement. Nous, on croyait qu'il allait venir au moment donné pour casser, ils vont nous avertir. Comme ça, on ramasse les choses, on sort. Personne n'a sorti l'acte de naissance de ses enfants, ni les valises, tout. C'est là-dedans. C'est là. Le site abritait en plus de maisons un établissement scolaire. Mandom College se conjugue désormais au passé simple de l'indicatif. Seules ces écritures ont résisté à la tempête du déguerpissement. Il rappelle la rentrée scolaire qui n'aura pas lieu le 4 septembre prochain. Et pourtant, de nombreux parents y avaient déjà inscrit leurs enfants. Je dors dans la pluie. Je veux rester où? Quand je suis là, je n'ai même pas l'argent. Mon argent s'était perdu ici par terre là. On a abandonné ici par terre. Je veux faire comment que maintenant je suis là? Hein? J'ai commencé à pleurer, je suis tombée évanouie. Ma petite est aussi arrivée, elle est aussi tombée évanouie. On a appelé notre maman, elle n'était même pas encore arrivée au village. Elle-même aussi, elle n'arrive plus à parler là où elle est actuellement au village. L'identité du nouveau propriétaire n'est cependant pas connue. Les victimes ne savent même pas qui a initié ce déguerpissement. Les uns citent la communauté urbaine de Douala, les autres accusent une dame à l'identité mystérieuse. Et comme toujours, le même discours. On demande de l'aide aux autorités, de nous trouver un endroit ou même un endroit où on peut s'abriter, au moins même mettre la tête seulement comme ça là et dormir. Ils pourront attendre longtemps dans un pays où la tension à l'égard des victimes de déguerpissement
demeure un luxe. On attend. Je vous le disais en titre, un coup politique de Paul Biya alimente les débats publics au Cameroun. Le chef de l'État est candidat à sa propre succession en 2018. C'est du moins ce que révèlent ses propos tenus devant les athlètes indomptables des Jeux de la francophonie, lui qui a pris l'engagement personnel de réussir l'organisation de la CAN 2019. Des analystes y voient une manœuvre visant à récupérer une polémique sportive pour se positionner sur l'échiquier politique. Analyse et explication dans ce reportage signé Ike Cyril. La CAN 2019, c'est déjà demain. Plus de doute, selon le professeur Claude Abbé, Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Il n'y a plus de secret là-dessus. Cela indique que M. Biya, à travers, a essayé de récupérer une polémique qui avait cours sur les capacités du Cameroun à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations pour justement prendre cela comme prétexte et faire la déclaration de sa candidature. Selon le sociologue politiste, le discours prononcé face aux sportifs à l'occasion de la réception offerte au Palais de l'Unité est la preuve, s'il en était besoin, que Paul Biya ne veut pas lâcher prise. Quand il parle de nous, on aurait pu se dire le peuple camerounais, le Cameroun, mais il ajoute « j'y veillerai », ce qui signifie qu'en fait, il n'est pas prêt à laisser la barque, il est sûr d'être candidat, d'être investi par son parti. Il est aussi sûr que au soir du scrutin électoral, il sera de la consultation électorale, il sera le vainqueur. Face à l'échec observé dans d'autres domaines de la vie de la nation, constate Claude Abbé, le président de la République récupère les succès sportifs pour bâtir sa politique. Il y a une politisation du sport dans le contexte qui est le nôtre, qui est avéré que c'est un instrument de lutte, une arme de lutte politique pour le président Biya. Alors que la Confédération africaine de football menace de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, Paul Biya s'engage à respecter le cahier des charges. Un engagement qui trahit sa volonté de s'éterniser au pouvoir, d'après l'analyse du professeur Claude Abbé. Et après avoir martelé cet engagement personnel organisé la CAN 2019, Paul Biya confie cette mission au ministre des Sports. Il assure la présidence du comité local d'organisation de la CAN, baptisé Cameroun 2019. Dans un décret présidentiel, le chef de l'État donne les plans pouvoirs à ce comité local pour l'organisation matérielle, logistique et sanitaire de cette compétition prévue en 2019. Le compte rendu des activités de ce comité local est adressé chaque mois au chef du gouvernement. L'avenir politique du parti au pouvoir, le RDPC, se joue à la municipalité de Yaoundé 6. Les blocages politiques et administratifs observés autour de l'entrée en fonction du nouveau maire élu suscite la colère des populations, contestée par sa hiérarchie politique et adoubée au sein du conseil municipal. Yoki Onana n'a aucun contrôle sur cette commune et le gouverneur du centre a promis de se pencher sur cet épineux dossier. Joël Essenge et Marcelin Gansop. Acteur devenu simple spectateur, telle est la posture qui est désormais celle de Yoki Onana. Le maire élu de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 n'a toujours pas pris fonction. Et les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude au gouverneur de la région du centre. Nazeri Paul Biya les invite à prendre le mal en patience, non sans jouer la carte de l'apaisement. Nous leur avons dit que la hiérarchie s'attelle sur leur dossier. Le dossier est déjà connu et par la hiérarchie, le préfet a fait son travail. Et il a transmis, le reste maintenant c'est la hiérarchie. Donc, comme nous tous, on doit attendre. En attendant, le personnel communal tire le diable par la queue, au point où il accusait déjà 2 mois d'arriérés de salaire. Le préfet du Fundi joue désormais les sapeurs-pompiers pour sauver les meubles. Le nouveau maire élu
n'ayant pas encore été installé, n'ayant pas encore bénéficié de la validation de son élection, ne pouvait engager la commune. Et c'est de droit que le préfet agit. Le préfet a signé 2 réquisitions de l'ordre de 40 millions pour supporter la masse salariale. Et je voudrais le préciser à nouveau. La commune de Yaoundé 6 n'est pas en faillite. La commune de Yaoundé 6 n'est pas en cessation de paiement. Et je vais vous surprendre, elle est sur liquide. Bien que l'exécutif municipal élu récemment ne soit pas encore installé, l'hypothèse d'une paralysie des activités est balayée du revers de la main. Vous avez suivi le discours du maire avec moi, qu'il n'y a pas de paralysie. Tout fonctionne normalement. Parce qu'il a eu donc l'autorisation de la tutelle de faire fonctionner la commune normalement. Et même les salaires, vous avez suivi, que c'est déjà positionné. Nous sommes devant une situation où il y a 2 maires en fonction, le 3e et le 4e adjoint. Que prévoit la loi dans ce type de circonstances? L'intérim est assuré par un adjoint au maire et par ordre de préséance. Et c'est de fait que j'assure l'intérim. Il n'y a pas interruption du service public dans la mesure où les actes de l'état civil sont signés. Le personnel était un peu au chômage technique du fait du renouvellement de l'exécutif communal. Nous avons déployé les effectifs sur le terrain. Ils sont en train de faire le recouvrement forcé. En plus du recouvrement forcé, nous gérons les problèmes quotidiens. N'empêche que des voix s'élèvent pour dénoncer la prédominance du parti RDPC sur l'État. D'aucuns ne comprennent pas qu'un cas d'indiscipline, qu'il soit avéré ou non, puisse bloquer l'installation du maire élu et de ses adjoints. Restons à Yaoundé où des établissements scolaires clandestins défient les pouvoirs publics malgré l'interdiction d'ouvrir les portes pour défaut d'autorisation de création et de fonctionnement. Des collèges indexés poursuivent en toute sérénité les inscriptions des élèves pour la prochaine rentrée scolaire 2017 et 2018. Pourtant, une brigade de contrôle rassure que toutes les mesures sont prises pour faire respecter la décision du ministre des Enseignements secondaires. Reportage Ike Cyril. Ici, au collège privé bilingue Saint-Gabriel de Berthois, on est surpris de la décision du ministre des Enseignements secondaires portant fermeture de ce campus pour l'année scolaire 2017-2018. Le dossier a eu besoin de toilettage, il fallait des documents et puis suivre les documents nécessaires à ce qu'ils soient valides. Et tout a été fait. Et pourtant... Vous avez vu, donc, je vous propose de suivre à présent ce reportage réalisé à Yaoundé, où des établissements scolaires clandestins défient les pouvoirs publics malgré l'interdiction d'ouvrir les portes pour défaut d'autorisation de création et de fonctionnement. Ces collèges indexés poursuivent en toute sérénité les inscriptions des élèves pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. C'est le constat que fait Ike Cyril dans ce reportage. Au collège bilingue Harvesters, au quartier Mélène à Yaoundé, les inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 ont d'ores et déjà débuté. Même son de cloche au complexe scolaire Saint-Augustin, devenu collège Venus au quartier Oyomaban, où les cours de vacances préparatoires à la prochaine rentrée scolaire se déroulent depuis le 17 juillet dernier. Les 2 établissements figure pourtant sur la liste des établissements fermés par le ministère des Enseignements secondaires. On constate que beaucoup de promoteurs voudraient exercer dans l'illégalité en marge de la réglementation en vigueur. Et l'État est là pour recadrer cette activité pour que ça n'aille pas dans tous les sens, comme nous sommes en train de le voir. Au total, ce sont 81 établissements clandestins, dont 1 dans la Damawa, 2 à l'est, 2 également au sud-ouest, 6 au nord-ouest, 8 à l'ouest, 28 dans le centre et 34 au littoral. Il leur est reproché de fonctionner dans l'illégalité. Il est reproché à ces promoteurs la violation des formalités de création et d'ouverture, la violation de certaines règles
d'usage au niveau des infrastructures, l'extension également illégale, d'autres récidives. Il y en a ceux qui ont fermé de manière unilatérale. Il est arrivé par le passé que les établissements fermés rouvrent par la suite et accueillent même des élèves. La Brigade nationale de contrôle installée au ministère des enseignements secondaires dit être à pied d'œuvre afin que cette fois, la fermeture soit effective. Les ampliataires de ces arrêtés, si vous permettez, c'est les gouverneurs des régions concernées, c'est les préfets des départements concernés avec leurs collaborateurs. Collaborateurs au niveau de la délégation régionale des enseignements secondaires, au niveau des départements avec les délégués départementaux des enseignements secondaires et le SEDUC, le secrétaire à l'éducation. Alors que les carillons de la rentrée scolaire vont bientôt sonner, les parents sont invités à s'assurer avant toute inscription de leurs enfants que les arrêtés de création, d'ouverture ou d'extension sont affichés au bas-billard de l'établissement sollicité. Des incongruités sont quand même décriées dans cette liste noire des établissements scolaires clandestins. Parmi les 2 collèges incriminés dans la région de l'Est, l'un des établissements brandit une autorisation d'ouverture signée du ministre des enseignements secondaires. Ils disent être surpris dans ce collège situé à Berthois de figurer parmi la liste des établissements scolaires classés clandestins. Pourtant, ils ont obtenu une autorisation d'ouverture de leurs portes pour la rentrée scolaire 2017-2018. Reportage Benjamin Essam. Ici, au collège privé bilingue Saint-Gabriel de Berthois, on est surpris de la décision du ministre des Enseignements secondaires portant fermeture de ce campus pour l'année scolaire 2017-2018. Le dossier a eu besoin de toilettage, il fallait des documents et puis suivre les documents nécessaires à ce qu'ils soient valides. Et tout a été fait. Et pourtant, en date du 26 juillet 2017, soit un mois jour pour jour, Massenangale Bibé signait cette autorité portant autorisation d'ouverture d'un établissement scolaire privé laïque dénommé Collège privé bilingue Saint-Gabriel. À la délégation régionale des enseignements secondaires, on partage la même surprise. L'administration du collège vient d'ailleurs d'adresser une requête à Monsieur le ministre des enseignements secondaires afin que cette erreur soit corrigée avant la rentrée des classes en septembre prochain. Que tout simplement le collège bilingue Saint-Gabriel est effectivement ouvert depuis le 21 juin 2017, après les procédures pour l'adaptation de ce document, et que déjà la brigade ait inséré nos établissements dans les établissements fermés. Depuis quelques heures, une requête a été adressée à M. le ministre de l'enseignement secondaire pour rectifier cette situation. En même temps, des actions dans le sens de communiquer positivement, largement, sont faites dans la ville, au niveau des paroisses, au niveau des masses médias. Au niveau de l'association des parents d'élèves du collège privé bilingue Saint-Gabriel, on reste serein. Je voudrais rassurer les parents que la rentrée aura bel et bien lieu le 4 septembre 2017 parce que c'est une malheureuse erreur qui est survenue. En réalité, le collège a été bel et bien ouvert. Rappelons que cet établissement est la propriété du diocèse de Berthois, représenté par Monseigneur Joseph Atanga. Les techniques de secourisme n'ont plus de secret pour une 50aine d'enfants formés durant près de mois au 20e groupement des sapeurs-pompiers, situé à Douala. Des précisions avec François Dikoumet et Étienne Pascal Azégué. 4 temps forts ont marqué cette cérémonie de fin de formation des enfants sapeurs-pompiers au 20e groupement de Ngodi Akwa. Il y a tout d'abord eu l'arrestation du serment du sapeur-pompier. Ensuite, les 159 jeunes sapeurs-pompiers ont simulé quelques cas concrets de personnes en détresse. Ici, c'est un cas d'hémorragie externe
suite à une blessure. Et là, un cas d'évanouissement avec les premiers gestes à faire pour porter secours à la victime avant d'alerter les sapeurs-pompiers. C'est bien l'usage des sapeurs-pompiers. Un peu plus loin, c'est un cas d'obstruction des voies respiratoires. Bonjour monsieur, est-ce que vous vous étouffez? Face à une bouteille de gaz en flammes, un jeune sapeur-pompier fait preuve de sang-froid et démontre tout son savoir-faire devant l'assistance médusée. Les jeunes sapeurs-pompiers ont bien ainsi assimilé tous les enseignements pendant les 2 mois de formation. Les uns étaient à pression permanente et les uns étaient à pression obstructive. On utilise ça pour éteindre le feu. Quand on rencontre une personne en inconscience, il faut apprécier l'inconscience. C'est d'ailleurs ce qui va leur valoir les parchemins. Chacun à tour de rôle va recevoir ses diplômes, preuve qu'il a bien appris les leçons de secourisme et de lutte contre les incendies. Pour les initiateurs, l'on est satisfait car l'objectif a été atteint. Je me réjouis du fait que les objectifs ont été atteints, à savoir vulgariser les gestes de prompt secours au sein des jeunes que nous avons dans nos villes et puis leur donner les rudiments du secourisme. Le défilé a été la dernière articulation de la cérémonie qui est rendue cette année à sa 3e édition. Le climat social reste tendu au Kenya après l'annonce des résultats provisoires de la dernière élection présidentielle. Raila Odinga conteste la réélection de Uhuru Kenyatta. Depuis de nombreuses années, ce pays est confronté à des violences post-électorales inexplicables selon plusieurs observateurs. Des précisions dans ce reportage signé Gladys Sidi. Le 30 décembre 2007, après 3 jours d'incertitude, le président de la commission électorale au Kenya annonce la réélection de Mwai Kibaki dans une atmosphère de désordre. Des chiffres officieux ayant été communiqués régulièrement par des médias. Beaucoup s'attendaient à une victoire de Raila Odinga, candidat de l'opposition, qui avait une avance de plusieurs centaines de milliers de votes dès le second jour du décompte. Manquaient pourtant encore les voix de la province centrale et de la North-Eastern Province, favorables à Kibaki. Très vite, après l'annonce des résultats, Nairobi s'est embrasée, et en particulier les bidonvilles ralliés à Odinga. Les informations et les rumeurs sur la fraude ont mis le feu aux poudres. Les violences politico-ethniques de 2007 ont fait quelques 1300 morts et plus de 600 000 déplacés. Avant 2007, en 1992 et 1997, les 2 scrutins avaient été marqués par des violences. En 1992, des centaines de personnes avaient été tuées dans la vallée du Rif, dans des violences interethniques. En 2013, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta sont les 2 candidats au scrutin présidentiel. On enregistre cette année-là un taux record de participation électorale, soit 85,9%. Les raisons de la tournure paisible de cette élection sont multiples. Des observateurs citent le fort investissement pacificateur des églises et des religions, mais pas seulement, des institutions scolaires aussi, au travers de l'engagement d'une société civile organisée dans le monitoring électoral. Pourtant, quelques jours plus tard, le rival de Uhuru Kenyatta, déclaré vainqueur, annonce qu'il va contester les résultats devant la Cour suprême. Le camp de Raila Odinga affirme qu'il va prouver que Uhuru Kenyatta n'aurait pas pu être élu au premier tour. Après la contestation de Raila Odinga, des échauffourées ont éclaté à travers le pays, faisant plusieurs morts. Tout semblait écrit à l'avance. Comme en 2013 et en 2007, Raila Odinga allait perdre l'élection présidentielle de cette année 2017. Et comme lors des précédents scrutins, il allait en contester les résultats. La prophétie s'est réalisée. Face à un score décevant, Raila Odinga s'est prononcé. Le dirigeant de la coalition de l'opposition, la Super Alliance nationale, s'est insurgé contre les premiers résultats, selon lui, truqués. Le duel entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ne date pas d'aujourd'hui. Les 2 rivaux sont toujours à couteau tiré. Et cette fois encore, le verdict des urnes est en faveur de Uhuru Kenyatta, selon la commission électorale.
L'accélération de l'endettement et la malgouvernance sont deux facteurs qui maintiennent l'Afrique centrale dans le sous-développement. La problématique de la gestion de la dette publique est au menu de tendances économiques. À suivre juste après ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Par son parti, il est aussi sûr que au soir du scrutin électoral, il sera de la consultation électorale, il sera le vainqueur. Face à l'échec observé dans d'autres domaines de la vie de la nation, constate Claude Abbé, le président de la République récupère les succès sportifs pour bâtir sa politique. Il y a une politisation du sport dans le contexte qui est le nôtre, qui est avéré que c'est un instrument de lutte, une arme de lutte politique pour le président Biya. Alors que la Confédération africaine de football menace de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, Paul Biya s'engage à respecter le cahier des charges, un engagement qui trahit sa volonté de s'éterniser au pouvoir d'après l'analyse du professeur Claude Abbé. Et après avoir martelé cet engagement personnel organisé la CAN 2019, Paul Biya confie cette mission au ministre des Sports. Il assure la présidence du comité local d'organisation de la CAN, baptisé Cameroun 2019. Dans un décret présidentiel, le chef de l'État donne les plans pouvoirs à ce comité local pour l'organisation matérielle, logistique et sanitaire de cette compétition prévue en 2019. Le compte rendu des activités de ce comité local est adressé chaque mois au chef du gouvernement. L'avenir politique du parti au pouvoir, le RDPC, se joue à la municipalité de Yaoundé 6. Les blocages politiques et administratifs observés autour de l'entrée en fonction du nouveau maire élu suscite la colère des populations, contestée par sa hiérarchie politique et adoubée au sein du conseil municipal. Yoki Onana n'a aucun contrôle sur cette commune et le gouverneur du centre a promis de se pencher sur cet épineux dossier. Joël Essenge et Marcelin Gansop. Acteur devenu simple spectateur, telle est la posture qui est désormais celle de Yoki Onana. Le maire élu de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 n'a toujours pas pris fonction et les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude au gouverneur de la région du centre. Nazeri Paul Biya les invite à prendre le mal en patience, non sans jouer la carte de l'apaisement. Nous leur avons dit que la hiérarchie s'attelle sur leur dossier. Le dossier est déjà connu et par la hiérarchie, le préfet a fait son travail. Et il l'a transmis, le reste maintenant c'est la hiérarchie. Donc, comme nous tous, on doit attendre. En attendant, le personnel communal tire le diable par la queue, au point où il accusait déjà 2 mois d'arriérés de salaire. Le préfet du Fundi joue désormais les sapeurs-pompiers pour sauver les meubles. Le nouveau maire élu, n'ayant pas encore été installé, n'ayant pas encore bénéficié de la validation de son élection, ne pouvait engager la commune. Et c'est de droit que le préfet agit. Le préfet a signé 2 réquisitions de l'ordre de 40 millions pour supporter la masse salariale. Et je voudrais le préciser à nouveau. La commune de Yaoundé 6 n'est pas en faillite. La commune de Yaoundé 6 n'est pas en cessation de paiement. Et je vais vous surprendre, elle est sur liquide. Bien que l'exécutif municipal élu récemment ne soit pas encore installé, l'hypothèse d'une paralysie des activités est balayée du revers de la main. Vous avez suivi le discours du maire avec moi, qu'il n'y a pas de paralysie. Tout fonctionne normalement. Parce qu'il a eu donc l'autorisation de la tutelle de faire fonctionner la commune normalement. Et même les salaires, vous avez suivi que c'est... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des vacances encore entachées de sang. Sur les axes routiers au Cameroun, à l'entrée de Yaoundé, une dizaine de personnes ont été tuées dans une collision entre une voiture cargo, un fourgon et un bus gros porteur. À Edea, c'est un camion fou qui a fauché la vie de près de 3 personnes.
un vendredi noir où l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs sont à chaque fois pointés du doigt. Et une question qui alimente de vifs débats publics au Cameroun. Y a-t-il un agenda caché derrière l'engagement personnel du chef de l'État à réussir l'organisation de la CAN 2019? En décodant ses propos, il transparaît une récupération d'une polémique sportive pour marquer un coup politique. En clair, selon des analystes, Paul Biya annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle prévue en 2018, une année électorale déjà redoutée au regard des violences enregistrées au Kenya. Vous verrez dans ce journal comment ce pays de l'Afrique de l'Est a été confronté à des scrutins placés sous haute tension. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un vendredi noir pour de nombreuses familles endeuillées après cette collision survenue entre une voiture cargo, un fourgon et un bus gros porteur. L'accident qui a fait environ une dizaine de morts s'est produit à l'entrée de Yaoundé, notamment sur la route d'Obala, dans la nuit de jeudi à ce vendredi. L'excès de vitesse est une fois de plus pointé du doigt. Le récit des faits avec Élisée Borba et Marcelin Gansop. Des épaves éparpillées ça et là. La scène de l'accident survenu dans la nuit de jeudi à vendredi offre un spectacle désolant. Selon les témoins, c'est aux environs de 1h du matin que le pire s'est produit. Lorsqu'un véhicule de transport en commun venant d'Obala a tenté un mauvais déplacement, qui plus est, à un virage dangereux. Moi, je dormais chez moi, j'ai entendu seulement une forte bruit dehors. Et quand je me retrouve dans l'eau, en route, je vois deux voitures couchées avec le bus de la main noire qui sortait de Yaoundé pour aller à Tchang. Le cargo montait à Yaoundé avec les bayams seulement dedans. Et le car sortait à Obala qui portait les condiments sur le capot monté aussi à Yaoundé. Tellement qu'il était pressé, il voulait donc doubler la MB100. Puisque la MB100 portait des BAM, la charge était lourde. Au moment de doubler la MB100, c'est là où il fait nez à nez avec le bus, l'agent de voyage Ménois Voyage. J'ai vu des corps que je n'ai jamais vus de ma vie. Selon la gendarmerie, 11 corps inertes ont été extraits des véhicules, devenus méconnaissables à la suite d'un incendie occasionné par la violence du choc. La MB100 portait les BAM seulement dedans avec les bidons d'huile qui étaient à l'intérieur. Et le chauffage a donc alors fait, c'est ça qui a causé l'incendie. Il y a les survivants dans cette MB100. Mais sur le car qui montait sur de Yaoundé, le car de transport, c'est là où le bus de la main noire est monté sur le car de transport. Aucun survivant à l'intérieur. Un accident de trop à cet endroit, réputé dangereux, sur l'axe Yaoundé-Obala. Et pourtant, les automobilistes ne semblent pas avoir pris conscience, au grand désarroi des riverains qui tirent une fois de plus la sonnette d'alarme. Le conseil que je peux vraiment donner aux chauffeurs des cars de Bala, de bien respecter la code de la route. Ils doivent bien circuler, parce que c'est eux qui portent nos vies dans l'homme. Le respect donc du code de la route qui n'est pas toujours à l'ordre du jour pour ceux qui empruntent cette route, notamment à cet endroit. Nous sommes à la frontière entre Nkomotou 1 et Nkomotou 3, vous l'avez entendu. Les accidents mortels sont récurrents à cet endroit. Les mêmes causes produisent sensiblement les mêmes effets, les mauvais déplacements, bref, le non-respect du code de la route. Ici Nkomotou, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À Edea, c'est un camion fou qui fauche la vie de 3 personnes après s'être dérobé du contrôle du passage obligatoire sur le pont bascule. Il sera pris en chasse par les éléments de la gendarmerie. Dans sa course folle, il a percuté 2 personnes qui se trouvaient sur une moto à l'entrée à l'UQAM, à Edea, et une autre personne quelques kilomètres plus tard. Le chauffeur en question a tenté d'échapper à la gendarmerie. Il sera finalement rattrapé. À Douala, c'est une altercation entre 2 jeunes hommes qui dégénèrent dans un débit de boissons situé dans le 3e arrondissement de Douala. L'un de ces jeunes hommes, l'un des 2 qui justement était en train de bagarrer, a poignardé à mort son adversaire. Il était loin de se douter que celui-ci succomberait
à ses blessures, il a été interpellé par les forces de l'ordre. Le récit de fait avec Mirabel Mazo. Ce couteau posé sur la table est l'arme du crime. Le jeune Tego Nitedem, alias Black, âgé de 21 ans, l'a utilisé pour asséner 4 coups à Bekaban Gelbert Patrick. Tout est parti d'une altercation devant un bar au lieu du carrefour Carnaval à Bilonguet, dans l'arrondissement de Douala 3e. Dimanche à 22h, il y aura fait du travail. Pour un ami contact déposé. Je me demande, je l'ai sorti du bar. Je vais venir dormir. Pendant que je là, j'étais bon. Nous allons commencer. Je vais me poser la question de quand c'est comment. Je ne vais pas donner le coup de poing. Moi aussi, je l'ai giflé. On a commencé à bagarrer. Au moment où il avait une bouteille de bière douce, moi aussi j'ai pris tout là-bas. Ça s'est arrivé, il est bon. Après avoir commis son forfait, ce présumé assassin, pris de remords, a tenté de sauver le blessé qui agonisait. À Carnaval, là où elle est portée la nuit à Tegal. Là-bas, on a cousu tout, on a fait le dimanche matin, on va sortir, on a fait la perdition. Au moins, c'est encore 2 heures du matin. Sa victime, Bekaban Gelbert Patrick, était âgé de 27 ans et titulaire d'un BTS. Il a succombé à ses blessures aux environs de 2 heures du matin à l'hôpital à Quintini de Douala. Les éléments du commissariat de sécurité du 8e arrondissement de la ville de Douala l'ont déféré au tribunal de grande instance de Bonanjo, où il devra répondre de ses actes. Douala, la capitale économique, a été le théâtre de violents déguerpissements forcés. Dans le 2e arrondissement, 300 personnes ont assisté impuissantes à la démolition de leurs maisons sans aucune explication. De nombreuses familles aux abois et même des écoles détruites alors que des parents avaient déjà inscrit leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Reportage Eric Kwamo. On dirait un théâtre de guerre après le passage des missiles de bombardement. Bonadiwoto, Nouvelle, dans le 2e arrondissement de Douala, vient ainsi de fabriquer de nouveaux sans-abri. Une vingtaine de maisons rasées, plus de 300 personnes à la Belle Étoile et une cinquantaine de familles dans la rue. L'opération de déguerpissement aura été spectaculaire, violente, mais surnoise. On ne nous a pas avisé. C'est depuis avril que nous sommes venus écrire à démolir. Ça dit c'est comme un avertissement. Nous, on croyait qu'il allait venir au moment donné pour casser, ils vont nous avertir. Comme ça, on ramasse les choses, on sort. Personne n'a sorti l'acte de naissance de ses enfants, ni les valises, tout. C'est là-dedans. C'est là. Le site abritait en plus de maisons un établissement scolaire. Mandom College se conjugue désormais au passé simple de l'indicatif. Seules ces écritures ont résisté à la tempête du déguerpissement. Il rappelle la rentrée scolaire qui n'aura pas lieu le 4 septembre prochain. Et pourtant, de nombreux parents y avaient déjà inscrit leurs enfants. Je dors dans la pluie. Je veux rester où? Quand je suis là, je n'ai même pas l'argent. Mon argent s'était perdu ici par terre là. On a abandonné ici par terre. Je veux faire comment que maintenant je suis là? Hein? J'ai commencé à pleurer, je suis tombée évanouie. Ma petite soeur aussi est arrivée, elle est aussi tombée évanouie. On a appelé notre maman, elle n'était même pas encore arrivée au village. Elle-même aussi, elle n'arrive plus à parler là où elle est actuellement au village. L'identité du nouveau propriétaire n'est cependant pas connue. Les victimes ne savent même pas qui a initié ce déguerpissement. Les incite la communauté urbaine de Douala, les autres accusent une dame à l'identité mystérieuse. Et comme toujours, le même discours. On demande de l'aide aux autorités, de nous trouver un endroit ou même un endroit où on peut s'abriter, au moins même mettre la tête seulement comme ça là et dormir. Ils pourront attendre longtemps dans un pays où l'attention à l'égard des victimes de déguerpissement demeure un luxe. On attend. Je vous le disais en titre, un coup politique de Paul Biya alimente les débats publics au Cameroun. Le chef de l'État est candidat à sa propre succession en 2018. C'est du moins ce que révèlent ses propos tenus devant les athlètes indomptables des Jeux de la francophonie, lui qui a pris l'engagement personnel de réussir l'organisation de la CAN 2019. Des analystes y voient une manœuvre visant à récupérer une polémique sportive pour se positionner sur l'échiquier politique.
Analyse et explication dans ce reportage signé Ike Cyril. La CAN 2019, c'est déjà demain. Plus de doute, selon le professeur Claude Abbé, Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun. Il n'y a plus de secret là-dessus. Cela indique que M. Biya, à travers, a essayé de récupérer une polémique qui avait cours sur les capacités du Cameroun à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations pour justement prendre cela comme prétexte et faire la déclaration de sa candidature. Selon le sociologue politiste, le discours prononcé face aux sportifs à l'occasion de la réception offerte au Palais de l'Unité est la preuve, s'il en était besoin, que Paul Biya ne veut pas lâcher prise. Quand il parle de nous, on aurait pu se dire le peuple camerounais, le Cameroun, mais il ajoute « j'y veillerai », ce qui signifie qu'en fait, il n'est pas prêt à laisser la barque, il est sûr d'être candidat, d'être investi. Déjà positionné. Nous sommes devant une situation où il y a 2 maires en fonction, le 3e et le 4e adjoint. Que prévoit la loi dans ce type de circonstances? L'intérim est assuré par un adjoint au maire et par ordre de préséance. Et c'est de fait que j'assure l'intérim. Il n'y a pas interruption du service public dans la mesure où les actes de l'état civil sont signés. Le personnel était un peu au chômage technique du fait du renouvellement de l'exécutif communal. Nous avons déployé les effectifs sur le terrain. Ils sont en train de faire le recouvrement forcé. En plus du recouvrement forcé, nous gérons les problèmes quotidiens. N'empêche que des voix s'élèvent pour dénoncer la prédominance du parti RDPC sur l'État. D'aucuns ne comprennent pas qu'un cas d'indiscipline, qu'il soit avéré ou non, puisse bloquer l'installation du maire élu et de ses adjoints. Restons à Yaoundé où des établissements scolaires clandestins défient les pouvoirs publics malgré l'interdiction d'ouvrir les portes pour défaut d'autorisation de création et de fonctionnement. Des collèges indexés poursuivent en toute sérénité les inscriptions des élèves pour la prochaine rentrée scolaire 2017 et 2018. Pourtant, une brigade de contrôle rassure que toutes les mesures sont prises pour faire respecter la décision du ministre des Enseignements secondaires. Reportage Ike Cyril. Ici, au collège privé bilingue Saint-Gabriel de Berthois, on est surpris de la décision du ministre des Enseignements secondaires portant fermeture de ce campus pour l'année scolaire 2017-2018. Le dossier a eu besoin de toilettage, il fallait des documents et puis suivre les documents nécessaires à ce qu'ils soient valides. Et tout a été fait. Et pourtant... Vous avez vu, donc, je vous propose de suivre à présent ce reportage réalisé à Yaoundé, où des établissements scolaires clandestins défient les pouvoirs publics malgré l'interdiction d'ouvrir les portes pour défaut d'autorisation de création et de fonctionnement. Ces collèges indexés poursuivent en toute sérénité les inscriptions des élèves pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. C'est le constat que fait Ike Cyril dans ce reportage. Au collège bilingue Harvesters, au quartier Mélène à Yaoundé, les inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 ont d'ores et déjà débuté. Même son de cloche au complexe scolaire Saint-Augustin, devenu collège Venus au quartier Oyomaban, où les cours de vacances préparatoires à la prochaine rentrée scolaire se déroulent depuis le 17 juillet dernier. Les 2 établissements figure pourtant sur la liste des établissements fermés par le ministère des Enseignements secondaires. On constate que beaucoup de promoteurs voudraient exercer dans l'illégalité en marge de la réglementation en vigueur. Et l'État est là pour recadrer cette activité pour que ça n'aille pas dans tous les sens, comme nous sommes en train de le voir. Au total, ce sont 81 établissements clandestins, dont un dans la Damawa,
2 à l'est, 2 également au sud-ouest, 6 au nord-ouest, 8 à l'ouest, 28 dans le centre et 34 au littoral. Il leur est reproché de fonctionner dans l'illégalité. Il est reproché à ces promoteurs la violation des formes